Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, le Rwanda accusé d'avoir apporté son soutien aux rebelles du M23 dans un rapport réalisé par des experts des Nations Unies. Selon le document qui sera publié sous peu, le Rwanda aurait appuyé le déploiement de la milice à l'est de la République démocratique du Congo, milice responsable de massacres de centaines de civils dans la région du Nord Kivu. Industrialisation. Le Cameroun va construire un complexe agro-industriel dans l'arrondissement de Nkoteng. Estimé à 120 milliards de francs CFA, ce projet s'inscrit dans une stratégie de développement qui vise à décongestionner les grands centres industriels du pays. Et puis, le retrait prévu de 2000 membres du personnel de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, reporté de 6 mois. La résolution a été adoptée le 21 décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'unanimité. Mais tout d'abord, alors que le nord du Togo est confronté à la menace croissante de groupes djihadistes, le chef de l'État Faure Gnassingbé a décidé de procéder à un important remaniement de l'armée togolaise. Dans des décrets présidentiels publiés le 23 décembre, Marguerite Nyakadé, la ministre des Armées, et le général Djadja Maganawe, chef d'état-major, ont été limogés. La ministre n'aura pas de remplaçant puisque le ministère des Armées sera désormais directement rattaché à la présidence sous les ordres du chef de l'État, comme ce fut le cas de 2007 à 2020. Le colonel Tassoumti Ndjato a quant à lui été promu général de brigade aérienne et nommé chef d'état-major en remplacement du général Djadja Maganawe. Depuis novembre 2021, le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtrières dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions des combattants djihadistes présents de l'autre côté de sa frontière avec le Burkina Faso. 5 années après son dernier congrès ordinaire, le Parti démocratique gabonais a tenu son 12e congrès ordinaire à Agondje, dans la commune d'Akanda. La rencontre qui s'achève ce samedi 24 décembre s'est tenue sur le thème « La renaissance pour un PDG uni et solidaire » et a été ouverte la veille par le président de la République et leader du parti au pouvoir, Ali Bongo Ondimba. À 8 mois de l'élection présidentielle, ce dernier assure avoir des ambitions un peu plus grandes pour le Gabon, même s'il ne s'est pas encore prononcé sur ses futures ambitions politiques. Plus de 10 000 militants ont fait le déplacement pour cet événement. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Le président de la République, nous l'appelons le distingué camarade président. Il a donné un message d'unité, un message de solidarité, un message d'apaisement, un message de rassemblement des fils et des filles du Gabon en général et du Parti démocratique gabonais en particulier. Une seule chose, c'est que le distingué camarade demande plus que jamais aux camarades d'être unis et d'être sincères les uns envers les autres. De se mettre en ordre de bataille, qu'on soit solidaires et qu'on évite les petits bruits de clocher. Le président a été clair. Le président demande aujourd'hui à tous ces militants du Parti démocratique gabonais ainsi qu'aux sympathisants d'être unis devant la diversité. Il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous projetons maintenant au-delà de ce qui a été fait. De son discours, on peut retenir les mots-clés, c'est l'unité, c'est la solidarité de tous les pédégistes, évidemment, du Gabon. Et sachez que Guy Nzouba Ndama, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, arrêté mi-septembre en possession d'1,2 milliard de francs CFA en liquide dans ses valises à son retour du Congo-Brazzaville, a été condamné ce vendredi à 3 ans de prison avec sursis pour détention illégale de marchandises prohibées. Le rapport défraie déjà la chronique. Des experts de l'ONU soulignent le rôle du Rwanda dans la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le document de 236 pages destiné au Conseil de sécurité de l'ONU devrait être publié dans les prochains jours. Selon le document, il existe des preuves substantielles du soutien apporté par le Rwanda au déploiement des rebelles du M23 à l'est du territoire congolais. La milice M23 est notamment accusée du massacre de centaines
centaines de civils dans la région du Nord Kivu à maintes reprises. Kinshasa a accusé Kigali de soutenir le M23, ce qui a envenimé les relations entre les deux pays voisins. Le régime du président rwandais Paul Kagame continue de nier toute implication dans ce conflit. Le point sur la situation avec Roberto Bokbe. L'armée rwandaise a-t-elle mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo? Oui, estime l'Organisation des Nations Unies dans un rapport à paraître dans les prochains jours. Entre ces lignes, il est précisé que le régime de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, a fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. Une thèse que refutent les officiels de ce pays d'Afrique de l'Est. L'armée rwandaise ne dépasse pas ses frontières. L'armée rwandaise garde et assure la sécurité du Rwanda sur son propre territoire. Le Rwanda n'a pas besoin de traverser la frontière tant que ce n'est pas de commun accord avec le gouvernement congolais. Pour étayer leurs conclusions, les experts de l'ONU mettent en évidence des photos et des vidéos de combattants du M23 portant des gilets pare-balles et de l'équipement militaire neuf. Des images de drones montrent également la circulation d'artillerie, de munitions et de nouvelles recrues contrôlées par le M23 aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. En juin 2022, par exemple, une caisse de fusil lance-grenades chinois, connue pour être utilisée par les forces de défense rwandaises, précise le rapport, a été retrouvée sur une colline d'où opéraient des soldats rwandais, alors que cet outil ne fait pas partie de l'arsenal connu par les FARDC, les forces armées congolaises. En fait, il faut attendre que les preuves tangibles, matérielles soient présentées pour que leur gouvernement rwandais puisse en dire quelque chose. Parce que nous avons dans le même rapport qui nous parle d'une coalition de groupes armés et en coopération de facto avec les FARDC. On nous parle des FARDC et des réunions qui ont eu lieu avec les groupes armés, et notamment les FDLR. Donc aujourd'hui, il faut faire attention parce que ce groupe nous parle du M23 et des FDLR. Malheureusement, au niveau de la presse, que ce soit nationale et internationale, on a choisi de ne parler que du M23. Ce rapport de l'ONU fait suite à un autre publié le 4 août 2022, avançant que Kigali avait fourni des renforts de troupes au M23. Des chefs de groupes armés, des combattants et des ex-combattants ont confirmé aux experts de l'ONU avoir combattu seuls et conjointement avec les FARDC contre les troupes du M23 et ou de l'armée rwandaise et avoir reçu à plusieurs reprises des armes et des munitions de la part des membres des FARDC. À ce jour, ce conflit a provoqué le déplacement de plus de 500 000 personnes depuis mars 2022, selon la Coordination humanitaire des Nations Unies. L'annonce de la publication de ce rapport semble avoir des effets sur la situation sécuritaire dans la région du Nord Kivu. En effet, ce vendredi 23 décembre, après des semaines de combat avec l'armée congolaise, le groupe rebelle M23 a annoncé son retrait d'une ville stratégique dans l'est du pays. Dans un communiqué, le M23 déclare apporter son soutien aux efforts régionaux et accepter de céder ses positions de Kibumba à la responsabilité de l'EACRF, l'East African Community Regional Force. Ces derniers mois, le groupe rebelle a conquis des pans entiers de territoire dans la province du Nord Kivu et a progressé jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Goma. Kibumba se trouve sur la ligne de front actuelle entre le M23 et l'armée congolaise sur cette route clé située à environ 20 km de Goma, centre régional de plus d'1 million d'habitants. Toujours dans l'actualité, l'Union générale tunisienne du travail, le syndicat le plus puissant de la Tunisie, appelle au report du second tour des élections législatives. Dans une déclaration faite ce jeudi 22 décembre, l'UGTT a remis en cause la légitimité du nouveau Parlement. Le premier tour des législatives qui se sont tenues le 19 décembre a été marqué par une abstention record de plus de 90%, un énorme revers pour le président Kais Saied, dont l'opposition réclame le départ. L'UGTT, qui avait initialement soutenu les mesures prises par le président Saied pour suspendre le Parlement en 2021, a retiré son soutien après que le président ait rédigé une nouvelle constitution qui a été adoptée lors d'un référendum à faible taux de participation en juillet dernier. Aujourd'hui, le syndicat, qui compte plus d'1 million de membres, exhorte les autorités à reporter le second tour des législatives prévues en février 2023 afin d'éviter le chaos.
La zone industrielle Ouassa-Babouté est le nouveau défi que s'est donné le Cameroun en termes d'industrialisation. Selon les autorités, l'infrastructure va regrouper un technopole agro-industriel, des bassins de production, des centres de collecte et des unités de première transformation. Pour le ministre de l'Industrie et du Développement technologique, ce projet s'inscrit dans une stratégie de développement permettant de décongestionner les grands centres industriels du Cameroun. Marine Tolo. Au Cameroun, les autorités sont à pied d'œuvre pour l'aménagement de la nouvelle zone industrielle Ouassa-Babouté d'une superficie de 574 hectares située dans la région du centre, notamment entre les départements de la Haute-Sénaga et du Mbamekime. Le projet comprend un technopôle agro-industriel à construire dans le groupement Ouassa-Babouté. Le projet intégrera également des bassins de production, des centres de collecte et des unités de première transformation, indiquent les autorités. Par ailleurs, le 20 décembre 2022, l'exécutif va entamer avec l'indemnisation de 123 victimes de pertes de droits fonciers et de destruction des biens dans le site de Ouassa-Babouté, lieu où sera aménagée cette zone industrielle. La zone industrielle, c'est le centre de gravité des activités nécessaires pour créer des produits soit de luxe, soit de grande consommation, parce que sur une zone industrielle, vous aurez, si vous avez vos lignes industrielles avec vous, des sous-traitants seront là. La zone industrielle également apporte à ceux qui mènent un certain type d'activité ce que je vais appeler un marché captif. Pour le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique camerounais, Gabriel Dodo Ndok, l'objectif de la mise en place de ce parc technologique agro-industriel est de faire converger sur une même aire géographique des instituts de formation, des centres de recherche, des espaces d'incubation et des zones industrielles. C'est dans le but de créer une synergie entre développeurs, des savoir-faire et entreprises de production industrielle dans des projets collaboratifs et innovants pour mettre sur le marché des produits dont la nouveauté et la qualité devront conquérir un grand marché national et international. L'avantage de la zone industrielle tient au moins de 4 faits. Premièrement, l'accessibilité. Une zone industrielle enclavée n'existe pas. Donc, aménager une zone industrielle, c'est consacrer l'accessibilité pour les opérateurs qui veulent intervenir sur cette zone industrielle en tant que promoteur d'activités génératrices de revenus, donc promoteur d'industrie. Pour ceux qui veulent aller acheter, donc c'est l'accessibilité également. Pour ceux qui veulent aller travailler, c'est l'accessibilité consacrée. Et pour ceux qui doivent intervenir là-dessus comme sous-traitants. Le coût de réalisation de la dite infrastructure est de 120 milliards de francs CFA. Outre la zone industrielle Ouassa-Babouté, en cours de finalisation, le pays possède actuellement les zones industrielles Douala-Bassa, Bonabéry, Banengo et Kopchou, Gaoundéré, Djamboutou, Kwen, Ombe et Yaoundé Sud, encore en travaux. Leur fonctionnement effectif permettra au Cameroun de tirer d'importants bénéfices des opportunités d'échange qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, vaste marché d'au moins 1,2 milliard de consommateurs. Le gouvernement du Rwanda renforce son soutien au secteur privé avec la mise en œuvre de projets d'économie verte face au climat. Le pays a récemment lancé un fonds de 104 millions de dollars. La facilité d'investissement vert baptisée Ireme Invest fournira des financements pour la mise en œuvre de projets verts et résilients au Rwanda. L'objectif est d'accélérer la transition du pays vers une économie bas carbone. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fraternda Kiaisenga. Un nouveau mécanisme d'investissement innovant a été mis en place par le Fonds vert rwandais et la Banque rwandaise de développement avec le soutien d'une série de partenaires. Ireme Invest, un centre unique pour l'investissement vert et durable, a été lancé avec une capitalisation initiale de 104 millions de dollars pour aider le secteur privé à accéder au financement vert au pays des 1000 collines. It's again trying, first of all, to take responsibility for ourselves. But at the same time, having done that, En lançant ce fonds d'investissement, nous avons d'abord voulu assumer nos responsabilités et en même temps envoyer un message à nos partenaires que si nous pouvons faire ça nous-mêmes, qu'eux aussi devraient assurément contribuer à cet effort pour qu'ensemble on puisse faire face aux défis actuels et futurs, notamment le changement climatique ou encore la pandémie que nous traversons actuellement et d'autres qui pourront subvenir dans le futur. En même temps, nous sollicitons des partenariats publics privé car les gouvernements ne peuvent pas tout faire sans l'aide du secteur privé.
governments alone cannot really do much on their own. IREME Invest se compose de plusieurs instruments de financement et de 2 guichets fonctionnant selon une approche intégrée. Une facilité de préparation de projets au sein du Fonds vert rwandais offrira des subventions pour couvrir les activités de projets de première phase afin de faire passer les projets de la faisabilité à la bancabilité. Une facilité de crédit intégrée à la Banque rwandaise de développement offrira des garanties de crédit et des prêts concessionnels. Rwanda emission represent 0.00. Les émissions du Rwanda représentent 0,0003% de toutes les émissions globales. Les émissions par habitant sont d'1/12 de la moyenne mondiale, 1/5 de la moyenne africaine. Malgré cela, le pays a décidé de consacrer une grande partie de ses maigres ressources à la lutte contre le changement climatique. Et je pense qu'il est important de le rappeler au monde entier, car nous avons souvent tendance à parler, mais quand les actions suivent les paroles, ça doit se savoir. IREME Invest est conçu pour aider le Rwanda à atteindre ses objectifs en matière de climat et de développement, ainsi qu'à créer des emplois verts en investissant dans l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la mobilité électronique, entre autres secteurs. Pour atteindre ces objectifs, le pays a besoin d'investissements d'un montant total de 11 milliards de dollars américains. IREME Invest vient en réponse à ce besoin en proposant une gamme d'instruments financiers adaptés aux besoins du secteur privé rwandais. Mercredi 21 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution actant le report de 6 mois du retrait prévu de 2000 membres du personnel de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Le mandat de l'ATMIS consiste entre autres à réduire la menace posée par le groupe djihadiste Al-Shabaab, soutenir le renforcement des capacités des forces de sécurité et de police somaliennes intégrées et procéder au transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité à la Somalie. L'Union africaine devait retirer 2000 membres du personnel ATMIS d'ici le 31 décembre dans le cadre du dit retrait. Écoutons à ce propos Alice Jacobs, coordinatrice politique adjointe du Royaume-Uni aux Nations Unies. Alors que la Somalie intensifie la lutte contre Al-Shabaab, le soutien d'ATMIS reste vital. Pour autant, le transfert réussi de la responsabilité d'ATMIS vers la Somalie est un élément essentiel pour parvenir à la paix et à la sécurité à long terme dans toute la Somalie. L'extension de la phase 1 d'ATMIS, autorisée dans cette résolution, donne plus de temps à l'Union africaine et à la Somalie pour travailler ensemble et faire progresser la transition stratégique, progressive et secteur par secteur de la responsabilité d'ATMIS vers les forces de sécurité somaliennes et les forces de police. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.